C'est le début de semaine et c'est avec plaisir que l'équipe vous retrouve. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous espérons que vous démarrez en pleine forme donc cette nouvelle semaine. Émeric, bonjour. Bonjour Brunel Adé aussi, bonjour chers fidèles amis téléspectateurs. Modeste, bonjour. Bonjour Brunel Adé aussi, bonjour Émeric et bonjour chers téléspectateurs. Comment allez-vous? Très bien. Aujourd'hui, nous parlons de stage. Vous avez sûrement, Émeric et Modeste, eu l'opportunité d'effectuer des stages en entreprise pour compléter donc votre formation. Amis téléspectateurs, nous avons décidé donc de nous intéresser au stage pour voir en réalité qu'en est-il quand on parle du stage, quels sont les types de stages qu'on peut avoir, son importance, les tâches du stagiaire et de manière juridique, surtout ce qui lie le stagiaire au responsable de l'entreprise. Et bien sûr, comment est-ce qu'il faut travailler de concert pour que le stagiaire puisse en tirer profit et aussi l'entreprise. Chacun évolue aussi dans sa carrière solo, voilà. Donc peut-être qu'il nous réserve peut-être d'autres surprises. Oui. Modeste? Alors l'assiduité en milieu de travail, je pense que c'est la base, c'est la base pour que vos efforts soient valués et autres. Mais cette assiduité n'est forcément pas reconnu par l'entreprise qui vous prend en tant que stagiaire, parce qu'on en profite à des moments donnés, on vous demande de faire 2 fois, 3 fois ce que vous devez faire, et certaines personnes en profitent largement. Bien. Et il faut d'abord dire que quand on parle de stage, c'est quand même une opportunité qui vous est offerte de pouvoir confronter ce que vous avez appris dans votre lieu, dans votre école, voilà, dans votre lieu de formation, confronter cet apprentissage à la réalité du terrain. Et c'est ça qu'on appelle la pratique, venir montrer de quoi vous êtes capable. Et je pense que c'est une opportunité. Et je pense également que c'est un canal par lequel beaucoup s'en sortent, parce que c'est à travers ce que vous faites, à travers ce que vous savez, vous démontrez votre capacité intellectuelle, votre compétence, en tout cas, votre apprentissage que vous avez reçu dans votre école, qui est salué à la fin de votre stage. Et vous allez voir, il n'est pas rare de constater que parfois des stagiaires finissent, ils sont retenus, oui. Et ils sont retenus, ou quand même si l'entreprise n'a pas les moyens de vous retenir, quand même, on trouve un moyen de vous dire, bon, d'attendre, d'espérer, c'est-à-dire que quand on est intéressé par votre compétence, quand il s'agit de ça, vous pouvez être fier de cela. Mais quand vous finissez un stage de 3 mois, même parfois vous demandez un renouvellement et qu'on ne vous accorde pas cela, alors il faut vous poser des questions. Il faut que vous sachiez que l'entreprise attend mieux de vous. Et donc, il faut revoir un peu votre copie et vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et dès que vous corrigez cela, je pense que le stage n'est pas, comme on a l'impression, une punition. Non, c'est un passage obligatoire parce que aucune entreprise sérieuse ne vous recrutera pas si vous n'avez pas une certaine expérience. Et l'expérience, on l'acquiert lors des stages. Merci, Émeric. Oui, je pense aussi ces expériences, vous n'avez pas fait valoir vos expériences, votre savoir-faire. Il y a des entreprises qui laissent les stagiaires pendant 12 mois. Pendant 12 mois. Et au même moment, il y a des entreprises où vous montrez vos qualités, tout ce que vous savez faire, mais pourtant, vous faites les 6 mois, les 8 mois, et l'entreprise, à des moments donnés, refuse de vous donner votre attestation. Bon, en fait, tout ça, c'est les détails. Oui. Non, ça, c'est le côté négatif. Peut-être, oui, c'est le côté négatif. Voilà. Ça dépend, je ne sais aussi pas comment des ça s'est passé. Il faut relativiser. Il faut relativiser, c'est pas quand vous finissez en principe le stage, quand on prend un peu le code du travail, le stage, c'est 6 mois. C'est 6 mois, c'est 3 mois renouvelables une seule fois. Nous n'allons pas faire le débat avant. De toute façon, les invités sont là. Et le juriste également est là pour nous indiquer ce qui est réellement à respecter en matière de législation concernant les stages. Émeric, notre mot du jour? Notre mot du jour, c'est bien sûr stage, puisqu'on parle de stage
aujourd'hui, le mot du jour, c'est bien sûr stage. Il faut savoir que stage est un nom masculin et le premier sens qu'on donne au mot stage, au mot stage, c'est bien sûr la période d'études pratiques exigée par certaines professions. Par exemple, on parle de stage pédagogique. L'autre sens du mot stage, c'est bien sûr la période de formation, de perfectionnement dans une entreprise. On parle là du stage pratique. Le troisième sens qu'on peut donner également au mot stage, c'est bien sûr la courte période de formation ou de perfectionnement à une activité professionnelle ou de loisir. On parle là de stage de voile, d'informatique, pour ne citer que ceux-là. Qu'il soit obligatoire ou non, un stage a pour but de vous faire découvrir le monde du travail, de mettre en pratique vos connaissances et ainsi acquérir de nouvelles expériences professionnelles. Pensez aussi que dans certaines entreprises, il constitue un moyen de pré-recruter des candidats en les observant à leur futur poste. Voilà, donc deux citations avec le mot stage pour finir ce mot du jour. C'est bien sûr, la première citation vient de Serge Zeller qui dit « Pour satisfaire ton apprentissage, ne néglige aucun stage. Pour satisfaire ton apprentissage, ne néglige aucun stage. » Et le dernier stage, la dernière citation oui. du mot stage, c'est bien sûr celle de Marcel Aimé qui dit Je pense que les hommes appelés à en juger d'autres devaient avoir fait un stage de 2 ou 3 mois en prison. Je pense que les hommes appelés à en juger d'autres devraient avoir fait un stage de 2 ou 3 mois en prison. Ce serait poussé. Une expérience. C'est pour dire, voilà, pour dire de faire aussi l'expérience avant de pouvoir juger les autres. Merci Émeric, merci Modeste. Je vous retrouve tout à l'heure. Vous allez nous dire, après les invités, votre dernier stage, comment ça s'est passé, l'expérience que vous en avez gardée, les difficultés, mais c'est sûr que vous avez, c'est sûr que vous avez pu noter beaucoup de choses. Vous allez nous en parler tout à l'heure. Mais je vous libère d'abord avant de vous retrouver pour installer nos invités. Installé à présent, je suis avec Wilfried Kwesi. Bonjour. Bonjour Brunel. Vous allez bien? Ça va? Alors, vous êtes expert comptable, vous êtes coach en développement personnel également. C'est un plaisir de vous retrouver sur notre plateau. Alors, également avec nous ce matin, Roland Diossou, bonjour. Bonjour Brunel. Vous allez bien? Oui, ça va. Vous êtes community manager. Et enfin, je reçois Aimé Juste Defodji. Bonjour. Bonjour Madame Adeossi, tout le plaisir est mien. Vous êtes journaliste, merci d'être avec nous également. Merci. Nous parlons de stage. Est-ce que le stage est indispensable pour faire carrière? Vous allez nous le dire tout à l'heure. Vous êtes des professionnels, vous êtes en activité, mais sûrement que vous avez pris par quelques mois de stage également avant d'être à vos postes, à vos différents postes aujourd'hui. Pour vous, d'abord, quand on parle de stage, on y met quoi, Roland? Merci. Alors pour moi, un stage, je dirais que c'est une phase de perfectionnement, de mise en application de ces théories qu'on a eu le temps d'apprendre, que ce soit à l'école ou ailleurs. Donc le stage permet donc de mettre en application ce qu'on a appris de façon théorique. D'accord. Juste? Oui, je dirais la même chose, peut-être en faisant une différence au niveau du stage académique et du stage professionnel. Le stage académique intervient lorsque vous êtes en train de faire une formation, vous êtes étudiant, vous êtes apprenant, et que ce que vous avez appris, les notions que vous avez eues au cours de cette formation-là, vous venez voir en entreprise, voir dans la pratique comment cela se fait. Maintenant, le professionnel intervient au moment où vous avez déjà votre diplôme à votre disposition, vous êtes déjà qualifié pour le poste, mais vous venez pour acquérir plus d'expérience. Vous venez pour apprendre davantage afin d'être plus fin, afin d'être plus professionnel dans le domaine de formation que vous avez. Très bien. Oui, Philippe Kwesi. Bon, je dirais que pour ajouter quelque chose, parce qu'ils ont déjà dit l'essentiel, Oui. je vais nuancer en disant qu'il y a des stages qui sont obligatoires et d'autres qui ne le sont pas. De toutes les façons, pour avoir la main dans une profession, dans un métier, il faut forcément un stage. Mais il y a des formations qui intègrent un stage obligatoire. Vous prenez des formations comme un métier d'avocat, le stage est inclus dans votre processus. Vous devez faire un stage d'un certain nombre d'années. Vous prenez une formation comme l'expertise comptable, vous devez faire un stage de 3 ans.
C'est obligatoire avant d'aller à la fin de la formation. Donc, quand nous prenons les autres stages, c'est des stages que vous voulez, 3 mois, 2 mois, bon, c'est des stages qui ne sont pas si formels que ça, mais les autres stages sont déjà intégrés dans la formation et vous devez forcément les faire. Donc, le stage, c'est un passage obligatoire. On ne peut rien faire sans stage parce qu'un métier, vous devez venir dans l'environnement pour voir comment ça se passe de façon pratique. À l'école, on vous apprend les théories, surtout que notre système n'est pas encore vraiment façonné pour que nous ayons l'alternance, beaucoup de théories et puis voilà quoi. Très bien. Stage professionnel, stage académique, stage obligatoire, stage qui n'est pas obligatoire, je vais dire. Bon, c'est vrai, aujourd'hui, vous avez parlé déjà de son importance pour celui qui cherche un stage dans une entreprise ou pas. Mais justement, comment faire le choix de l'entreprise dans laquelle on va faire son stage, Roland? Oui, alors, je pense que le choix de l'entreprise cadre avec la formation. Je ne peux pas être un étudiant, par exemple, qui est en communication et opter pour une entreprise dans laquelle il n'y a pas le département de la communication. Je ne vais pas apprendre quelque chose qui puisse cadrer avec ma formation de base. Donc, si je suis en communication, je vais forcément chercher soit une entreprise qui est dans la communication, soit une entreprise qui dispose d'un département lié à la communication, où je vais côtoyer des professionnels et pouvoir acquérir plus d'expérience, plus de connaissances, je dirais, qui vont m'être utiles dans mon cursus professionnel. Juste. Oui, je dirais déjà, ça part de vos ambitions. Bon, le domaine de formation, évidemment, il l'a dit, mais au-delà du domaine de formation, quand je veux choisir une entreprise, je suis dans le domaine de la comptabilité, je suis dans le domaine du journalisme, je veux voir qu'est-ce que je veux devenir. Quelle est déjà la qualité de l'entreprise que je veux choisir? Parce qu'il y a énormément de télévision, énormément de radio. Mais ce qui se fait à l'endroit là me permettrait-il d'aller où je veux aller? Me permettrait-il de me perfectionner? C'est très important. Maintenant, au-delà de ce choix, il faut avouer que chez nous, par moment, c'est l'entreprise qui vous choisit. Parce que vous déposez plusieurs demandes de stage. Au final, c'est une entreprise peut-être pas si performante à votre vue ou à vos souhaits qui vous reçoit. Et donc, vous êtes obligé d'aller faire le stage à cet endroit-là. Sinon, si vous avez la possibilité d'aller faire de stage à RFI, à France 24 en tant que journaliste, oui, vous allez courir parce que vous savez que vous allez apprendre énormément là-bas. Oui. Mais si RFI ou France 24 ne vous reçoit pas, vous allez vous contentez de la radio d'à côté qui vous assiste. Voilà, exactement. Très bien. Alors, Wilfried, c'est vrai, il faut choisir le lieu de stage en prenant en compte ces différents aspects. Néanmoins, il arrive qu'en y allant, on se rende compte que finalement, mes attentes ne sont plus, c'est-à-dire je ne reçois plus ce que je voulais en fait, j'observe autrement ce que je pensais pouvoir observer sur le lieu de stage. Donc, moi je dirais pour répondre à cette question que tout dépend de vos projets. Il faut avoir un projet personnel et professionnel rédigé. Ce n'est pas dans nos habitudes, ce n'est pas dans notre culture. On va en stage comme on joue à un jeu de loterie, ce qui n'est pas normalement, c'est pas ça, c'est pas comme ça que cela devrait se passer. Je pense que c'est dès que le jeune a eu son baccalauréat que le projet doit se dessiner. Voici ce que j'ai envie de devenir dans ma vie et quelles sont les entreprises par lesquelles je dois prendre, quelle formation je dois suivre. Lorsqu'il va en stage, d'abord il doit savoir choisir son lieu de stage. Lorsque vous choisissez mal votre lieu de stage, vous avez mal commencé. Moi, je ne souhaite pas souvent pour un jeune de commencer son stage dans une grosse boîte. Parce que dans une grosse boîte, tu n'apprends pas beaucoup. Tout est déjà trop spécialisé. Si on te met dans un rayon, tu vas rester totalement dans ce rayon pour tout le temps. Oui. Ben ça, lorsque tu fais ce stage dans cet environnement, c'est ronflant. Hein? Quand on appelle le nom, c'est gros. Mais après, tu ne pourras jamais devenir toi-même. Or, normalement, quand tu apprends un métier, c'est pour devenir un jour toi-même. Pour créer une boîte toi-même. C'est pourquoi il faut aller de la petite entreprise vers la moyenne pour aller vers la grosse. Tu développes des spécificités. Quand tu es dans une petite entreprise, on te commande tout, tu fais tout. Donc tu touches à tout. Quand tu vas dans une grande entreprise, tu fais la même chose plusieurs fois. Tu es spécialisé d'office, ce qui fait qu'après, quand tu vas te lancer toi-même, tu ne pourras plus faire tout parce que tu n'as pas eu la chance d'apprendre ça. Donc il faut pouvoir monter dans les stages. Même des emplois peuvent servir comme des stages. Je sais que je vais aller à France 24, mais je vais aller d'abord dans une petite radio, qui est dans un petit village, après venir en ville,
un peu selon l'audience et je vais monter. Donc, c'est progressivement que je sais ce que je veux et j'accepte payer le prix qu'il faut pour aller graduellement et ça me permet d'acquérir des aptitudes divergentes et dans le temps qui seront vraiment très variées que je pourrai valoriser un jour quand je vais vouloir entreprendre personnellement. C'est dans cette vision que moi je vois la chose. Maintenant, si vous êtes parti pour être un employé pour toujours et que vous êtes satisfait de ce que vous faites et que vous allez rester dans le même environnement, bon, là, vous pouvez regarder le lieu de stage. Est-ce que la structure est très bien organisée? Il y a des structures qui sont tellement bien organisées que le stagiaire ou la stagiaire n'aura jamais à s'ennuyer. Le programme de stage est rédigé. On sait ce qu'il va faire durant la première semaine, durant la deuxième semaine. Une équipe est en place pour la former, pour le coacher. Et c'est bien précisé. Mais il y a des structures où tu vas en stage, tu es là, quoi. Hablo photocopie, mais... Bon, justement, qu'est-ce que le stagiaire doit faire? On va y revenir tout à l'heure. Je voudrais rapidement revenir sur ce que disait monsieur tout à l'heure. Je suis d'accord qu'il faut évoluer de façon graduelle. Mais cependant, lorsque vous voulez vous spécifier, déjà en référence sur votre CV, quand on voit une certaine organisation, un certain organe, une certaine institution sur votre curriculum vitae, ce n'est pas le même poids. Et même dans la spécificité, dans le niveau de perfectionnement, en fonction des entreprises que vous côtoyez ou où vous faites votre stage, ce n'est pas la même chose. Donc, si vous avez l'opportunité de le faire dans une grosse boîte qui vous permettra d'être pointu dans votre domaine, c'est que c'est une chance. Il faut saisir tout de suite cette chance-là. Parce que vous savez, chez nous, lorsque vous déposez le dossier, on voit une certaine institution où on voit un certain nom déjà, ça vous sort du lot comparativement aux autres. Donc, si vous avez la possibilité d'aller apprendre au haut niveau, pourquoi dire je dois forcément apprendre au bas niveau avant d'aller au haut niveau? Bon, je voudrais, si tu le permets, une seconde. En réalité, si tu fais l'erreur d'aller directement au haut niveau, tu auras des difficultés. Moi, j'ai vu des joueurs, ils sont allés dans un grand club subitement, brusquement, tout à coup, soudain, mais tu joues le banc. Et il n'a pas de temps de jeu. Dans sa sélection, on ne peut pas l'appeler. C'est pourquoi il faut passer par un club de plus bas niveau. Tu joues beaucoup, on te voit, tu es en activité. Mais est-ce que quand une entreprise, une grande entreprise vous accepte, est-ce que ce n'est pas aussi dire que oui, vous avez quand même à peu près les compétences pour pouvoir vous avez les une compétences, boîte mais du si genre? vous ne savez pas faire, on va vous demander de petites choses que vous ne pourrez pas faire. Parce que ces grandes entreprises ne font pas ces petites choses-là. C'est ça le problème. Elles sont déjà outillées de telle sorte que ces tâches sont peut-être automatisées. Si vous voulez passer toute votre vie dedans, c'est bon. Mais si un jour vous pensez sortir de là, on va vous donner un petit truc, une petite entreprise. Ailleurs. Tu vas dire, moi je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait ça. Non, Voilà. s'ils sont des grandes entreprises, c'est qu'ils sont méticuleux. Ce qui voudrait dire que s'ils ont étudié votre dossier et qu'ils ont accepté ce dossier-là, vous avez déjà un background donné. Vous avez déjà un niveau donné. C'est pourquoi ils ont accepté. Ils ne vont pas accepter que vous soyez médiocre et que vous intégrez directement, à moins que vous ayez quelqu'un au haut niveau, comme on le dit. Deux points de vue que je comprends parfaitement et que je suis sûre les téléspectateurs comprendront également. Alors, on parlait de ces tâches-là que doivent faire les entreprises, le stagiaire quand il doit venir en stage. Wilfried Kossi disait, viens me faire les photocopies, viens me faire ci. Mais en réalité, est-ce que quand ça touche le travail, même si ce n'est pas directement, bon, peut-être aller sur le terrain si, par exemple, il est journaliste ou bien encore rédiger une facture si il est comptable ou pas, tant que c'est dans le cadre du boulot, est-ce qu'il ne devrait pas accepter de le faire? Oui, je pense que tout ce que l'employeur, si on peut le dire ainsi, veut bien confier à un stagiaire, ce dernier ne peut pas se dérober. Même si c'est pour faire des copies, il apprend à faire des copies. Et peut-être qu'il ne savait pas utiliser la machine et qu'à travers cela, il va apprendre à le faire. C'est vrai qu'il y a certains qui exagèrent. Viens me faire telle course qui n'a rien à voir avec le boulot, va me prendre à manger. C'est vrai qu'on est plus dans un contexte africain où on ne refuse pas des choses à un aîné. Il y a ça aussi. Il y a aussi le fait que ce soit dans un contexte stagiaire-employeur ou stagiaire ou maître de mémoire, je ne saurais dire plus que ça. Et on ne peut pas dire non à celui sous qui on est. On ne peut pas dire non à son supérieur hiérarchique sous peine de se voir bloquer des portes. Donc, du coup, lorsque le supérieur dit « fais-moi telle chose », bah, on ne peut pas dire non. On le fait. On le fait d'abord et peut-être après, chercher à rectifier les choses, mais on le fait d'abord. Très bien. J'ai fait plusieurs formations, ce qui m'a permis de faire plusieurs stages. En comptabilité, par exemple, j'étais allé faire
mon stage académique pour soutenir ma licence en finance et comptabilité. Oui. Et au lieu de faire le stage normalement dans le service des affaires financières, finalement, je me suis retrouvé au secrétariat central de la mairie, tout simplement parce que à l'arrivée, on m'a mis pour la première semaine au secrétariat pour que je puisse mieux connaître l'environnement, comment ça fonctionne. Et qu'au terme, la secrétaire générale estime que nous avons une certaine compétence en la matière qui lui facilite la tâche. Donc, comme elle ne voudrait plus se déranger avec ses secrétaires, elle nous met là pour près de 1 mois et demi de stage. Finalement, au lieu de faire le stage en comptabilité pour acquérir les compétences nécessaires, nous sommes restés là jusqu'à ce que le temps s'approche et c'est la chef service qui réclame au final avant qu'on puisse aller de l'autre côté. Ça arrive de cette manière, mais c'est elle la responsable. Vous ne pouvez pas dire non. Comme je suis venu faire mon stage académique, je dis non, je retourne au service des affaires financières simplement pour aller finir le stage. Mais ce qui est intéressant, et c'est ce que je dis, quelle que soit la tâche qu'on vous demande, au-delà d'aller chercher l'enfant à la sortie d'école, oui, au-delà d'aller acheter à Taco Tevico autour de 17h, 18h, oui, cela vous amène toujours à acquérir d'expérience, à apprendre toujours. Moi, j'ai fait des stages à des endroits donnés où la supérieure qui doit faire son rapport trimestriel, c'est vous qui faites le rapport à sa place. Oui. Vous faites tout et elle vient simplement signer. Oui. Mais je l'ai toujours fait avec plaisir parce que ça m'a permis de maîtriser tous les rouages. Donc, comment ça se passe? Aujourd'hui, si vous me demandez de faire ce travail-là dans une entreprise, c'est avec plaisir, avec rapidité que je le ferai. Donc, voilà. Oui, Fried. Ok, merci. Je pense son intervention. Pour dire qu'il commence par me rejoindre un peu sur ce que nous étions en train de dire tout à l'heure. Parce que quand tu fais le secrétariat et après tu vas à la comptabilité, tu commences par toucher à beaucoup de départements. Ouais. Et c'est ce qu'on est en train de rechercher lorsque nous sommes dans une petite boîte. Dans une petite boîte, tout est confondu. Et on te demandera tout. Et tu vas toucher à tout. Dans une grande boîte, c'est spécialisé. Si tu ne sais pas faire, si on te met au secrétariat, tu ne bougeras jamais de là. Et là, tu seras toujours au secrétariat. C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Le stage, c'est une opportunité. Chaque fois qu'on vous confie un travail, c'est une opportunité. C'est vrai, nous avons des traits de personnalité qui peuvent nous amener des jours à ne pas vouloir faire. Mais après, quand tu fais une introspection et tu prends du recul, tu te dis, bon, j'ai gaffé ici, j'ai gaffé là. Parce que c'est à force de vous confier les choses que vous allez vraiment maîtriser. Comme on le dit souvent, on dit, à force de tout faire par l'esclave, le maître devient l'esclave de l'esclave. Parce que quand ton chef va toujours te demander les choses, tu vas mieux même maîtriser certaines choses plus que lui. Un jour, il va dire, ah, vraiment, telle personne n'est pas là, je ne peux rien faire. Parce que finalement, il devient dépendant. Il devient dépendant. Donc, c'est une opportunité, le stage. Maintenant, si on te commande des tâches et autres, souvent, c'est parce qu'il n'y a pas un programme bien ficelé pour t'accompagner dans ton stage. Et si tu te laisses aller, tu vas rentrer dans ce piège-là. C'est à toi de te réveiller pour savoir que tu as des aptitudes pratiques que tu as envie de toucher, cerner, développer durant ce stage-là. Et du coup, tu peux proposer chaque semaine, ah, excusez-moi, est-ce que je peux apprendre ceci? Te rendre disponible. Ne pas rentrer tôt. C'est un piège, ça. Ne pas rentrer tôt. Rentrez tôt dans un stage, on vous étiquette et on ne vous montrera rien. Les gens le font exprès. On sait qu'ils rentrent tôt. Ah, 18h, il est déjà parti. Ah, il est à la fonction publique. Donc, quand on te colle des étiquettes comme ça, on ne t'associe à rien. On sait que tu n'es pas disponible. On sait que si on te confie quelque chose, ça ne va pas marcher. Du coup, tu restes là, on dit, bon, regarde, on finit maintenant. Donc, c'est la sanction, ça. On ne te frappe pas, mais on t'a dit à frapper. Si tu viens faire 3 mois quelque part et tu n'as pas vraiment appris quelque chose de façon pratique, c'est comme si tu as perdu ton temps. Donc, le stagiaire doit être disponible. Allez vers les gens, même si on ne t'appelle pas, il faut que tu sois curieux. Ah, comment on fait ceci? Au début, on peut te dire, bon, tu ne peux pas faire. Tu vas dire, non, tu peux. On va te confier. Si tu réussis un peu, on va dire, ah, mais il a du potentiel. Oui. On commence à te confier beaucoup de choses. Comme il a dit, on a vu d'autres aptitudes en lui. Et on a voulu exploiter ça. Et c'est ça ce qui est important. Ce qui fait qu'un jour, quand lui va lancer une boîte, par exemple, vous voyez un peu ce qu'il peut faire. Il a les rouages, il peut bien gérer son secrétariat sans avoir un secrétaire. Il peut même former quelqu'un pour le poste parce qu'il a eu des aptitudes. Et à la comptabilité aussi, il peut encore former quelqu'un pour le poste. Donc, c'est maîtriser tout sur la chaîne de valeur dans votre structure et ne pas être dépendant de quelqu'un. Ça, c'est une aptitude que vous pouvez développer en touchant à beaucoup de choses, beaucoup de départements. Ça vous rend vraiment très puissant et personne ne vous fera du chantage. Si je veux partir, il n'a qu'à partir. Je peux faire ça moi-même. Quand le chef dit ça, tous les employés ont peur. Parce que personne ne peut lui dire vraiment, si je ne suis pas là, il ne peut rien faire. Donc, c'est pourquoi on dit de réfléchir sur ce que vous avez envie de devenir plus tard. Si votre projet, c'est d'entreprendre après, parce que la prospérité passe forcément par l'entrepreneuriat. Si tu travailles pour quelqu'un, tu ne seras jamais riche. Il n'y a rien à faire pour ça.
Oh, nous, on rêve d'être riches. Il faut que les jeunes rêvent d'être riches. Et si tu rêves d'être riche, accepte apprendre. Tu apprends dans une petite entreprise d'abord. Après, tu vas vers une moyenne entreprise. Quand tu vas dans une grande entreprise, c'est pour ton carnet d'adresse parce que tu vas rencontrer beaucoup de personnes. Et ainsi de suite. Mais quand tu sors maintenant, c'est là ton business. C'est ça, les prospects sont là. Et ils t'ont vu à l'œuvre, ils t'ont vu travailler. Et on sait que tu as appris le métier et que tu maîtrises. Donc, le boulevard est devant toi. Très bien, le boulevard est devant toi. Mais en réalité, lorsque le stagiaire est confronté à une situation, c'est-à-dire, justement, vous avez donné l'exemple d'aller acheter à taille TV ou bien encore acheter à manger le matin quand le responsable est là, et que c'est répétitif, et que sur 3 mois, bon, tous les soirs, c'est pareil. Et à un moment donné, le stagiaire peut-il, disons, rectifier les choses et essayer de refuser, comme on le dit, comme il l'a dit? Ok, bon, en réalité, bon, le stagiaire peut refuser. Ouais, c'est pas refuser en disant non. Non, oui. Voilà, c'est pas refuser. Comment faire? En n'allant pas acheter. Oui. Je peux toujours acheter. Mais je profite de l'occasion, de la familiarité que la personne essaie de développer avec moi et pour lui poser toutes mes préoccupations. Oui, mais c'est un cahier de charge que je suis en train de lui transmettre comme ça, de façon indirecte. Ah, vraiment, on avait prévu faire ceci, mais vous m'avez plus montré ça. Donc, il commence pas à se remettre en cause. Ah, vraiment, toutes mes excuses. Et le temps qu'il a toujours pour te commander, il doit commencer par savoir que lui aussi doit te donner quelque chose. Et c'est sa connaissance. Mais tu vas lui dire vraiment que tu n'es en train de rien apprendre. Et que vraiment, tu passes plus de temps avec lui, mais tu considères qu'il ne t'apprend rien. Et de façon subtile, lui-même, s'il est intelligent, il va commencer par se remettre en cause. Mais de toutes les façons, c'est toujours bon d'avoir tout le monde de son côté. Si vous mettez quelqu'un à dos, c'est foutu pour vous. Parce que là où on parle de vous, vous n'êtes pas là. C'est une seule personne qui peut gaspiller tout ce que vous faites. Moi, j'ai déjà constaté qu'un jour, je devais aller faire un stage auprès d'un monsieur qui m'avait tout garanti. Il appelle un autre avec qui j'avais fait quelques mois. C'est sûr, je n'étais pas là. Mais après, j'ai constaté que le stage n'a plus eu lieu. Ça veut dire qu'il y a eu des commentaires qu'on a fait et qui n'étaient pas en ta faveur. C'est ça. Donc, c'est ça. Et voilà un peu quoi. Donc, il faut toujours garder les bonnes relations, quelle que soit la situation. Roland? Oui. Je pense que je vais aborder dans le même sens. Ce n'est même pas une bonne chose de dire non à son supérieur ou les employés de la structure dans laquelle on fait un stage. Ce n'est pas bon, on sera étiqueté. Et de la mauvaise manière en plus. De façon subtile, il va falloir recadrer les débats pour qu'on ne soit plus l'homme à aller acheter TV Poitaco. Donc, je rejoins totalement l'expert comptable. Juste. Vous savez, il faut avouer que par moments, les supérieurs hiérarchiques sont de mauvaise foi. Parce que vous allez entendre dire, en mon temps, moi j'ai fait jusqu'à 7 ans de stage. J'ai fait jusqu'à 6 ans de stage, j'avais même pas de petit déjeuner, je marchais de Agla pour Akpakpa. Et donc, il a l'impression ou elle a l'impression d'appliquer ce que lui il a vécu à toi. Oui. Donc, ce n'est pas que le stagiaire n'est pas de bonne foi ou n'a pas envie de travailler, mais par moments même, ils n'ont pas envie de lui apprendre. Ça arrive, vous êtes là du matin au soir. Bon, particulièrement, moi, j'ai eu la chance, j'ai toujours plus de travail. Donc, ça me fait plutôt plaisir. Mais vous rencontrez des gens, ils passent toute la journée là, vous faites le stage ensemble et ils n'ont rien à faire. Ou même quand ils demandent à faire, c'est problème. Encore que, quand vous démontrez tout de suite votre savoir-faire, et on sent que celui-ci a de potentiel, il y a des gens dans l'entreprise. Voilà, on se dit, bon, s'il continue comme ça et que le directeur le remarque, certainement qu'il aura un emploi. Oui. Et avec ça, mon poste est peut-être en jeu. Et on commence par tout faire pour nuire au stage de ce jeune homme ou de cette jeune dame. Et ça se fait de mauvaise foi, où tout le temps on va commander le gars avec son essence. Non seulement il est dans un stage non payant, donc il se débrouille pour venir, pour manger. C'est sa moto, il va utiliser pour aller faire les courses de tout le monde dans l'entreprise. Il va acheter à Taco TV, puis il revient, l'autre a oublié quelque chose, il doit aller acheter. Et dès qu'il va, comment on appelle, changer légèrement de visage, on va dire qu'il est mal poli, il ne respecte pas les gens, commande, il n'accepte pas, on fera des rapports aux ressources humaines, simplement pour qu'au final, on ne puisse pas dire non, c'est un bon gars, c'est une belle demoiselle en termes de compétences pour pouvoir le recevoir. Dans ce cas, à un moment donné, ce n'est pas que vous refusez, mais comme l'expert l'a dit tout à l'heure, vous démontrez que vous n'êtes pas venu pour servir de bonne ou de domestique à quelqu'un. Vous êtes venu pour apprendre. Et si je dois dépenser mon énergie pour venir tous les jours que Dieu fait, pour ne rien apprendre, ou pour aller simplement chercher les enfants
des autres à l'école, vaut mieux rester chez moi. Aussi simple que ça. Donc, c'est pas que vous le leur dites de cette manière, mais vous dites simplement, ah, je ne maîtrise pas si, hein, j'ai déjà fait 2 semaines, j'ai déjà fait 1 mois, est-ce que vous ne pouvez pas m'apprendre si, ou par moment, vous prenez le devant pour commencer, vous savez qu'à telle heure, on a les papiers écrits, on a le traitement de l'élément, je peux vous aider à couper les extraits, ainsi de suite. Ou si c'est dans le domaine du droit, est-ce que je peux vous aider à analyser tel dossier, j'ai cherché les tests, voilà ce qu'il en est. Si vous prenez toujours les devants, à un moment donné, certainement qu'ils vont vous lâcher la basket et vous pourrez travailler normalement. Très bien. Donc, c'est forcer la main, en fait. Oui. Comme il le dit, je suis d'accord. C'est bizarre, il adopte la position que moi j'ai l'habitude d'adopter. C'est pas bizarre. Il adopte la position que j'ai l'habitude d'adopter. Oui. En réalité, vous savez, dans toute organisation où il y a une structure formelle, un organigramme formel, il y a aussi un organigramme informel, c'est-à-dire des affinités qui ne sont pas dans l'organigramme, mais qui jouent fortement sur la structure. Lorsque vous mettez en conflit avec quelqu'un, sachez qu'il va former des clans autour de lui. Ils vont se liguer contre vous. Il n'y a rien à faire. Et c'est comme ça que ça se passe dans toutes les organisations. L'organisation est un haut lieu de politique. C'est un haut lieu de politique. Or, souvent, le stagiaire, quand il y va, lui, il y va seulement pour aller apprendre la technique. Donc, le management doit être présent. Vous devez savoir que c'est les deux qui sont en train d'être alliés là. Vous devez savoir qui traîne avec qui et comment vous allez vous comporter avec chacune de ces personnes. Sinon, en réalité, ça se retournera contre vous. Le problème, il est simple. On va vous commander. Vous allez faire avec, comme on l'a dit, et il a abordé dans le même sens. Il faut que vous soyez proactif, que vous forcez la main aux gens, que vous preniez les devants de certaines tâches et qu'on vous voit, ah, mais le garçon là, il n'est pas comme les autres stagiaires. Hein. Ça va faire que même si les autres rentrent, vous allez faire votre travail, ainsi de suite. Bon, je profite de cette occasion également pour parler de notre environnement académique. Le stage dans les pays français et autres, moi, mes étudiants à Paris, à Grenoble, tout ça, c'est de l'alternance qu'on fait. On ne fait plus le cours du matin jusqu'au matin. On ne fait plus ça. On va au cours lundi, mardi, mercredi, jeudi, on est dans une entreprise, ainsi de suite. Et ça permet déjà à un apprenant qui est au niveau master d'avoir la main pour beaucoup de choses. Parce qu'il a vu. Et des fois, même, c'est l'entreprise qui prend le devant pour lui payer sa scolarité. Donc, c'est un contrat win-win, gagnant-gagnant. On sait que quand il finit, il est là en même temps. Oui. Donc, je pense qu'à la longue, on doit commencer par penser à ces genres de politique pour motiver les gens à vraiment faire, à toucher à la théorie, à la pratique, les deux simultanément pour savoir exactement de quoi il s'agit. Donc, sinon, des fois, bon, vraiment, on connaît tout de la théorie, mais la pratique qui est associée à ça, on n'en sait rien. On est champion, ça, au Bénin. Très bien. Alors, il peut aussi arriver que ce soit carrément le contraire. Là, vous ne faites pas grand-chose, mais il peut aussi arriver que ce soit vous qui fassiez presque tout dans la boîte. C'est-à-dire, on vous tire de tous les côtés en réalité. Vous avez tellement de tâches que dans la journée, vous êtes épuisé, vous avez du mal à venir le matin, et là, alors que vous n'êtes pas vraiment employé de la boîte. Comment on réagit, Roland? Non, je pense qu'il va falloir s'adapter. Il est vrai que je suis venu pour me faire former. Si je trouve plus d'opportunités d'apprendre, je ne peux que dire merci. C'est vrai que c'est harassant, c'est fatigant, mais il revient aux stagiaires de s'adapter. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne peut pas dire non. Il ne peut pas dire non, j'ai déjà trop fait, j'ai déjà trop fait, je ne veux pas faire ci. Il ne peut pas dire ça. Donc, on lui confie des tâches. C'est d'abord dans son intérêt, puisque c'est lui qui est en train d'acquérir des compétences. C'est pour un temps. Et plus il va démontrer sa capacité à être multitâche, plus il va s'attirer, comment dire, les bonnes grâces des patrons et peut-être un contrat à la fin. Oui. C'est mon appréciation. Juste. Oui, ça arrive, vous travaillez même 7 jours sur 7. Oui. Bon, le seul jour où vous êtes normalement à la maison, un supérieur, un aîné, un titulaire vous appelle, dit bon, je suis occupé, j'ai un petit souci là, est-ce que tu pourrais me dépanner? Et vous ne pouvez pas dire non. Donc, vous allez faire encore le travail. À un moment donné, vous êtes fatigué, vous n'avez même plus le temps d'aller chercher des ressources à côté pour pouvoir faire les va-et-vient. Par moment, c'est sur longue distance que vous deviez prendre chaque matin d'essence, vous n'êtes pas payé et c'est compliqué. Mais comme il l'a dit, ce qui est intéressant, c'est que cela démontre que vous avez des compétences exploitables, déjà
déjà, les gens vous font confiance et sont capables de vous confier des tâches qu'eux-mêmes devraient peut-être normalement faire en fonction de leurs années d'expérience, en fonction de leur poste. Mais on vous confie ces tâches. C'est une marque de distinction. Cela démontre que vous avez les compétences nécessaires. Mais ça va poser de problèmes à long terme où vous êtes exploité, mais derrière votre dos, on vous fait des coups bas. Parce que ça arrive. Au-delà du fait que vous faites tout, le jour où vous faites une petite erreur, on a tendance à vous plonger. Donc c'est un peu comme si tout ce que vous avez eu à faire durant tout le temps, ça n'a servi à rien en fait. Le jour où vous écrivez un papier peut-être avec un bout d'erreur, on va voir le responsable des ressources humaines pour dire, lui, la dernière fois, il m'a envoyé un papier à l'antenne où je me suis cassé la bouche avec. Et il y a ces problèmes. Il y a que, malgré que vous êtes respectueux, vous faites tout le travail. Il vous commande, il vous appelle de la maison, vous vous levez à 7 heures, vous êtes à l'église, vous quittez l'église pour y aller. Le lendemain, vous constatez qu'ils sont allés faire des rapports chez le responsable des ressources humaines. À un moment donné, dans ces conditions-là, chacun fait ce qu'il a à faire. Ou vous faites plus ce que vous avez à faire pendant le temps que vous avez à faire et après, vous disparaissez parce que c'est un environnement nocif pour vous. Vous faites 6 mois de stage, 3 mois renouvelables. Tout à l'heure, j'entendais à l'antenne avec vos collègues, vous l'évoquiez. Ce n'est pas forcément que le stagiaire n'a pas fait ce qu'il doit faire. Le stagiaire peut bel et bien travailler convenablement, fait 3 mois de stage, on renouvelle les 3 mois, donc ça fait 6 mois, conformément aux dispositions réglementaires ou en vigueur au Bénin. Et après ça, on ne veut pas lui offrir un contrat, mais malgré ça, on veut qu'il reste et qu'on continue pas à l'exploiter. Mais quand on veut parler de contrat, personne ne veut en parler. À un moment donné, vous dites, mais bon, il faut aller se chercher ailleurs. C'est mieux. Il faut partir, mais il faut aussi l'attestation de stage qui est compliqué à avoir parfois. Je tiens à rapporter peut-être une petite anecdote. Je n'ai pas toujours été community manager, puisque j'ai à la base une formation en comptabilité. Il fut un temps où j'étais stagiaire dans une entreprise de BTP. Il m'est arrivé à plusieurs reprises d'être tranquillement à la maison un dimanche où le boss prend son téléphone. Roland, tu es où? Viens. Tenez-vous bien, c'est pour me commander à manger. Il est à la maison. D'abord, lui, non, il est au boulot. En fait, il faut dire que lui, son boulot était à côté de sa maison. Donc, qu'il soit ici ou l'un ou l'autre, c'est que c'est pareil. C'est chez lui, voilà. de toute façon. Donc, il m'appelle, tu es où? Et il me remet les sous. Je dois quitter Porto-Novo, venir lui prendre à manger à Cotonou et lui ramener ça à plusieurs reprises. C'est vrai que par moment, c'était frustrant parce que toi, tu as ton programme, tout lui sort sans prévenir comme ça, et tombe sur toi. Mais je pense que par la suite, ça a payé, puisqu'à la fin du stage, j'ai eu un contrat. Bon. J'ai eu un contrat, j'ai bossé avant de jeter le tablier par la suite. C'est ça. J'espère que malgré le contrat, vous ne quittez pas Porto-Novo pour Cotonou pour lui prendre à manger. Non. Ça a changé. Ça a changé. Ok, bon, donc je pense que d'abord, il faut apprendre à dire non. C'est très important. Moi, je le dis à tous mes étudiants, si ça ne va pas, c'est que ça ne va pas. Quand vous êtes dans une entreprise, vous êtes dans une structure, il y a 2 types d'entreprises, il y a 2 types d'objectifs. Il y a les objectifs de l'entreprise et il y a vos objectifs. Donc, il faut s'assurer que les objectifs de l'entreprise collent avec vos objectifs. Dans le cas contraire, vos objectifs sont prioritaires. Il n'y a personne de plus important que vous. Moi, mon patron n'est pas plus important que moi. C'est moi la personne la plus importante dans ma vie. C'est ça. Il faut d'abord savoir ça. C'est très important de le savoir. À partir du moment où vous ne savez pas ça, vous risquez de tuer tous vos objectifs pour les autres. N'oubliez pas, le patron, s'il veut vous renvoyer, il peut le faire à tout moment. Oui. Il n'y aura pas d'état d'âme parce que c'est la rentabilité de sa structure qui regarde. Moi, je regarde la réalisation de mes objectifs. À partir du moment où les objectifs professionnels m'empêchent sur le plan des objectifs personnels, je priorise mes objectifs personnels. Donc, lorsque vous êtes dans un stage et qu'à un moment donné, le courant ne passe plus, ou bien vous voyez que ça ne vous va pas, arrêtez votre stage. C'est simple. On ne va pas faire semblant. Moi, j'ai fait un stage dans une grande banque de la place. J'ai fait 6 mois de stage. J'étais major de ma promotion à l'université, à l'ENEAM, et on m'a appelé. C'est la banque qui m'a appelé. Je suis allé, j'ai été dans le département trésorerie. J'ai fait un travail que j'ai aimé. C'est 2 mois renouvelés 3 fois. Donc, je suis passé à 6 mois. Le directeur du département estime que parce que je n'avais pas un diplôme étranger, et que c'est un diplôme béninois, qu'il faut qu'on me mette dans un autre département, qu'on me mette à la caisse. Donc j'ai dit simplement non, ça ne me plaît pas.
ça ne me convient pas, je vais prendre mon attestation de fin de stage et j'ai pris Et ça partir. et je suis parti. C'est pas tranquillement. par faute de compétences. Non, c'est pas par faute de compétence. Lui, Mais il au a, niveau son, des objectifs, il a son profil, c'est mais ça. c'est en contradiction avec mes objectifs. Et c'est de là que j'ai décidé de faire mon cursus d'expertise comptable. Donc, et puis après, la même banque m'a sollicité à travers un cabinet pour animer une formation. Mais ils savaient pas que c'était, les gens ne savaient pas que c'était moi qui allais animer. Je suis venu, j'ai vu les gens là, et puis j'ai fait ma formation. J'étais le consultant. J'ai pris mon argent et après on Vous m'a dit, êtes parti. mais est-ce que vous êtes, on a un poste pour vous? Je ne le veux pas. Donc, donc, il faut savoir ce qu'on veut. Donc c'est exactement ça. Donc je ne suis pas comme ce que je dis. Je comprends. C'est à vous de voir à quel niveau de sacrifice vous pouvez aller. Mais au-delà, ce n'est plus vous. Vous n'êtes plus épanoui. Je ne serai pas dans un stage comme quelqu'un qui est un esclave. Je n'espère pas trop de contrats. Moi, je suis comme ça. Je suis très réaliste. Est-ce que quand je commence le stage, je poserai des questions concrètes? Quelles sont les conditions du stage? Est-ce que ça peut déboucher sur un emploi? Si je fais bien, on me dira oui ou non. Oui, c'est possible. Donc, je sais que je n'espère pas grand-chose. Je fais mon travail. Après un temps donné, je ne veux pas aller au-delà de ça. Je ne ferai pas un stage de 2 ans. De 2 ans. Non, non, non. Il faut quitter. Il faut Ouais, quitter. il faut quitter. Les gens font juste à 7 Je pense que ans de stage. C'est vrai qu'il y a... Ce cas de figure est plus facile lorsqu'il s'agit d'un stage professionnel. Lorsqu'il s'agit d'un stage académique, vous ne Après, voulez pas c'est tenir. 3 mois, c'est fini. Après 3 mois, c'est Il faut fini. supporter. Le mémoire. Tu supportes jusqu'à la fin. C'est pour toi, comme tu le disais tout à l'heure. Donc, après les 3 mois, c'est fini. Tu écris ton mémoire et tu t'en vas et puis tranquille. Oui, c'est ça. Très bien. Alors, par rapport aux difficultés, justement, nous avons 2 téléspectateurs à qui nous avons posé la question et qui nous en parlent dans cet élément. Parcours, j'ai eu la grâce de faire 2 stages, des stages qui sont académiques. Le premier stage, c'était dans un organe de presse, une presse écrite. Et le deuxième stage, c'était dans une mairie. Mais j'avoue que pendant ces 2 stages, j'ai eu la grâce d'avoir de bons supérieurs qui ont la disponibilité nécessaire pour m'accompagner, me soutenir durant ma période de stage. Oui, j'ai rencontré assez de difficultés. La première difficulté, c'est que, surtout les stages académiques, il n'y a pas en fait d'indemnité, que ce soit côté santé, côté déplacement. Et donc, tout se passe à vos frais, même au péril de votre santé. De toute façon, les supérieurs, l'important pour eux, c'est que vous répondiez présent sur votre lieu de stage. Donc, ça a été un peu difficile. Difficile parce que il fallait se déplacer, surtout pour l'organe de presse, il fallait aller sur le terrain avec ses propres moyens et aller recueillir l'avis des gens, interviewer les gens. Et c'était nos propres moyens qu'on pouvait déployer et tout. Donc, c'est vraiment difficile pour un jeune étudiant qui vient de finir et tout. Donc, alors, par rapport aux difficultés, aujourd'hui, multiples sont ces difficultés liées au stage, que ce soit payant ou bénévole, notamment les stages bénévoles. D'abord, il y a le souci relatif au paiement. On fait les stages, c'est vrai que les stages, c'est une période d'apprentissage, mais les stagiaires ne sont pas payés, alors qu'il faut compter le déplacement pour venir au lieu du stage. Ils doivent manger et c'est des stages qui vont même jusqu'à 3 ou 6 mois. À côté du défaut de paiement, le manque de matériel sur le terrain. Certains stagiaires sur le lieu où l'entreprise ne dispose pas du matériel nécessaire pour les travaux des stagiaires, ce qui fait que le stage en quelque sorte ne leur sert pas vraiment à grand chose. À côté de ça, il y a que lorsque certains stagiaires viennent sur le terrain, ils sont confrontés au fait que les chefs maintenant sont appelés à les envoyer, aller acheter de la nourriture et autres, alors qu'ils ne sont pas là pour cette mission de base, pas du tout. Ils sont venus pour apprendre et non pour servir comme des boys ou ce qui va avec. Voilà, vous l'avez remarqué dans leurs propos, essentiellement donc le fait qu'on commande de manière anarchique, en tout cas ce qui n'est pas de votre travail, mais également l'argent, c'est-à-dire le paiement donc du stagiaire. Bon, même si le stage est bénévole, c'est-à-dire à un moment donné, le stagiaire peut-être s'attend à ce qu'on l'aide financièrement ou quoi, juste. Oui, lorsque finalement vous avez
les compétences nécessaires. Parce que par moment, ça arrive. Ce n'est pas parce que le stagiaire n'est pas compétent dans le domaine qu'il continue le stage. Il a déjà fait ses preuves chez vous, peut-être pendant 6 mois et autres, et donc il maîtrise les rouages. Quand il est là, c'est pas qu'on apprend encore énormément de choses, en quelque sorte, au fait. C'est parce qu'il n'a pas encore trouvé d'emploi et que vous le trouvez utile. Il est déjà indépendant dans son travail, dans l'entreprise pendant des mois. À un moment donné, il faut lui donner quelque chose. Même si ce n'est pas un gros salaire, au moins son déplacement, que cela au moins soit assuré. Sinon, c'est compliqué. Parce qu'il a des charges lui-même, il a des responsabilités. Il ne va pas rester chez vous pendant 2 ans, 3 ans. Et on voit chez nous, par moment, on a l'impression que les entrepreneurs exploitent les jeunes. On vous dit forcément il faut 3 ans d'expérience pour certains postes, 2 ans d'expérience, et vous allez en entreprise, vous travaillez là, c'est plus qu'on vous apprend quelque chose, mais l'entrepreneur n'a aucune bonne foi pour vous payer au minimum le déplacement. Je crois que c'est malhonnête. Lorsque quelqu'un a déjà fait ses preuves, c'est plus un stagiaire en quelque sorte, en griffe, si je peux m'exprimer ainsi, il faut au moins lui donner un minimum. Comme salaire. Pour le mettre à l'aise, Roland. Oui, je vais aller dans le même sens que Juste. C'est bien ça. Ouais, oui. Exact. Je vais aller dans le même sens que Juste parce que aujourd'hui, il n'est plus question d'esclavagiser les gens. Le stagiaire, que ce soit un stage académique ou professionnel, il a des charges. Ça, c'est la moindre des choses. Il ne va pas venir débrayer dans votre entreprise. Il doit s'alimenter, il doit se déplacer, qu'on peut s'assurer qu'il ait le minimum. C'est vrai que dans certains cas, il y a des employeurs qui font preuve de bonne foi et par moment, ils font des gestes aux stagiaires. C'est important. Mais si il faut en venir à réglementer, et la prime pour les stagiaires, je pense que ce sera une bonne chose. Cela permet déjà au stagiaire qui vient d'être vraiment concentré sur ce qu'il a fait comme travail dans le cadre professionnel. Parce que celui-là qui doit venir chez vous, rester là, faire 8 heures de temps, s'il ne sait pas déjà ce qu'il va manger à la pause, s'il ne sait pas comment rentrer chez lui le soir, il n'est pas vraiment là à 100%. Alors que s'il sait qu'à la fin du mois, il a peut-être 40 ou 50 000, ça va lui permettre d'être focus sur le travail que vous lui confiez. Et aussi, vous pouvez, par moment, s'il fait mal, taper du poing sur la table. Parce qu'il n'est pas là totalement bénévolement. Il gagne quelque chose, il doit apporter une plus-value à la structure dans laquelle il est. Alors, Wilfried, est-ce que l'entreprise doit se soucier de tout ça, justement? Ou bien le stagiaire, normalement, devrait se préparer, en fait, faire un budget de son stage avant de venir? Bon, vous savez, on doit nuancer. Hein. Il y a des étudiants qui vont vous dire carrément, je veux un stage payant. Bon, eux, ils n'arrivent pas à vite trouver. Bon, ils n'arrivent pas à vite trouver. Et on comprend pourquoi. Maintenant, vous savez, ça dépend du niveau du stage. Si c'est votre premier stage, vous ne pouvez pas être exigeant parce que vous ne connaissez rien. C'est ça. La structure d'accueil vous dira, nous sommes en train de le former déjà. C'est notre contrepartie. Un stage, c'est un contrat. Un contrat, c'est à obligation réciproque. C'est synalagmatique. Les deux parties ont des obligations. Le stagiaire a l'obligation de se rendre disponible. Et si c'est son premier stage, la structure dira, nous sommes dans l'obligation de lui montrer comment les choses se passent ici. Nous sommes en train de le former parce qu'il n'a rien à nous apporter. S'ils sont gentils, ils vous feront une prime. Maintenant, si c'est votre deuxième stage, votre troisième stage, et que vous avez déjà un certain savoir-faire, comme Juste l'a dit, là, normalement, comme la personne, le stagiaire, est utile à l'entité et apporte une plus-value, une valeur ajoutée, se dégage de son apport, il faudrait normalement penser à une contrepartie un peu plus juste, même si ce n'est pas exactement à hauteur de l'effort fourni, quand même qu'il y ait une compensation, qu'ils sentent que, bon, qu'il revêt une certaine importance pour la structure et qu'on pense à lui. Parce que, comme on l'a dit, il a des besoins. Il faut qu'il se déplace. Des fois, les gens quittent très loin. Et puis, sincèrement, aujourd'hui, le coût du transport, ce n'est pas petit. Il doit communiquer, il doit manger pour pouvoir être en bonne santé, bien s'habiller et être présentable pour ne pas dénigrer l'image de l'entreprise. Moi, j'ai vu une grosse boîte où les employés c'est une société de gardiennage et ils sont payés par la société. Donc, la société cliente qui paye a fait une petite enquête et a constaté que les gardiens sont mal payés. Ils ont appelé leur employeur pour dire, mais nous, on veut que les gens soient en bonne santé pour qu'ils ne soient pas tentés, parce que c'est pour notre sécurité. Si vous ne pouvez pas payer plus vos employés, parce que nous, on vous donne beaucoup d'argent, nous, on rend le contrat.
Et la société de gardiennage dit, ah, vous ne pouvez pas vous ingérer dans notre gestion, c'est comme ça que nous on veut faire. Ils ont rompu le contrat. Donc, ça veut dire que en réalité, même pour que la personne soit en bonne santé, votre sécurité aussi est en jeu. S'ils ne sont pas en de bons thèmes, vous ne savez pas de quoi la personne est capable. Vous avez des employés qui peuvent vous créer des problèmes parce que si le gars n'est pas bien et il sait que c'est à cause de telle personne, par exemple, qu'on ne signe pas un contrat. Parce qu'il y a des gens qui œuvrent pour qu'on ne signe pas de contrat pour tel stagiaire. Et peut-être qu'il est venu avec d'autres personnes et il est frustré, il voit que les autres personnes ont leur signé de contrat. C'est que ça peut envoyer des frustrations qui peuvent dégénérer sur la structure. Donc voilà un peu ce que je peux dire dans ce sens. Très bien. Alors, le stage, parfois, c'est compliqué aussi d'avoir un stage, que ce soit professionnel ou que ce soit académique. Vous voyez des étudiants qui traînent tout le temps pendant les 2 ou 3 mois de vacances et qui disent « Je n'ai pas trouvé de stage, j'ai déposé partout, mais personne ne m'a appelé. » Comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui peut expliquer cela, Roland? Je pense déjà que le premier souci à ce niveau, c'est le nombre de diplômés que nous déversons sur les marchés chaque année. Parce que la demande elle est tellement forte, les entreprises ne peuvent que absorber ce qu'elles peuvent. Si moi j'ai mon entreprise et j'ai un personnel qui est là, qui fonctionne à plein temps, je ne peux pas... Non, un stage, c'est pas encore un emploi, c'est pas encore déjà un emploi qu'on donne. Oui, je sais, en fait. Je ne peux pas prendre 5 stagiaires si je J'en ne ai vois pas... déjà, oui. Bon, en fait, je n'en vois pas l'utilité. Si les 5 viennent, c'est que je leur offre un cadre pour venir bavarder, discuter et peut-être même empêcher le travail d'être fait. Le travail d'être fait. Voilà. Donc, si je n'ai pas besoin de 5 stagiaires, si je ne vois pas l'utilité, je ne vois pas. Pourquoi les prendre? Il faut aussi dire qu'il y a parfois les dossiers qui jouent contre des candidats. Lorsque vous déposez des dossiers on voit dans le dossier qu'il y a des trucs qui ne vont pas forcément, qui ne cadrent pas avec ce que nous recherchons au niveau d'un stagiaire ou d'un employé, je peux le dire ainsi, on ne va pas l'appeler. Je pense que la première des choses à faire serait peut-être de demander aux demandeurs de stage, ça me paraît bizarre, hein. Ça me paraît bizarre d'essayer de demander de stage, donc de polir un peu plus leur dossier, de mettre un contenu de bonne qualité pour pouvoir être appelé. Parce que déjà, il y a des entreprises, ils ont un certain nombre de dossiers qui sont déjà dans les tiroirs et c'est un peu, voilà. En fait, quand votre tour n'est pas venu, vous ne passez pas. Vous ne passez pas. C'est C'est ma lecture de la chose. Hein. Oui. Il faut dire qu'au-delà de l'effectif de diplômés, comme Roland le disait tout à l'heure, le problème se situe aussi à 2 niveaux. Nous sommes dans un pays qui fonctionne en fonction du réseau, en fonction de qui tu connais. Oui. Ça marche comme ça. Vous allez voir peut-être le rédacteur en chef ou l'avocat, le chef du cabinet, vous dites vous cherchez un stage en droit, on vous dit simplement qui vous connaissez d'abord. En fait, il faut passer le dossier par quelqu'un qui va appuyer le dossier avant que ça marche. Donc, par moment, le stage s'apparente à l'emploi chez nous. Donc, même pour avoir du stage, il faut connaître quelqu'un. Ou à défaut, il faut avoir de l'expérience. Vous entendez des gens qui disent, nous, on n'a pas envie de donner la main à quelqu'un, d'apprendre. Non. On veut quelqu'un qui maîtrise déjà un minimum. Et donc, il suffira simplement de jeter un coup d'œil et dire, oui, non, il faut corriger ici, l'attaque n'est pas bonne. Et puis, ça passe, non, voilà comment passe telle opération. C'est simplement ça, eux veulent, en fait. Donc, ça fait déjà que pour pouvoir avoir du stage, il faut avoir un préalable, il faut avoir un stage ou une expérience. Un background. Oui, d'abord. Et cela, c'est réellement parce que chez nous, le système est trop théorique. Lorsque vous êtes à l'école, vous n'avez pas souvent le temps de faire le stage. Déjà, vous faites les cours du matin au lundi, soir. où il n'y a pas un emploi du temps défini à l'avance. Et après ça aussi, l'école ne s'organise pas de telle manière à vous trouver des stages académiques. Parce que si pendant 3 ans, vous ne faites au final que 2 mois ou 3 mois de stage pour pouvoir soutenir votre mémoire, cela ne sert à rien. Et au final, vous avez même du mal à trouver des stages pour dire d'emploi. Donc ça aussi, le problème se pose au niveau du système éducatif et il faudra revoir tout cela. Merci. Oui, Fritz. Ok, bon, je pense qu'ils ont abordé des points très importants. Lorsque je parle de stage, moi, je suis souvent sollicité pour aider mes étudiants à trouver des stages. Il y a plusieurs critères. Les premiers critères, je demande ton bulletin. Ouais, je demande ton bulletin parce que je veux voir ce que tu faisais à l'école. Ça me permet, c'est un indicateur, c'est un baromètre de ton sérieux, de ton assiduité déjà. Parce que il est très rare de trouver un étudiant qui travaille très bien en classe et qui est très impoli. Et c'est très rare. Parce que pour pouvoir avoir un certain niveau
de performance académique, il faut un certain niveau de performance comportementale. Il y a une relation très forte. Donc, je commence par là. Si ce n'est pas bon pour moi, bon, le reste, ça ne m'intéresse pas. Déjà ça. Tu ne viens pas à l'école, tu manques les cours. Donc, tu peux manquer aussi le stage parce que tu n'es pas assidu. Donc, c'est un premier critère. L'autre critère, c'est que nous sommes dans un environnement où les apprenants ne se donnent pas du tout aux formations qualifiantes. Lorsque nous avons beaucoup de dossiers, le recruteur, il a ses indices de référence pour les meilleurs dossiers. Il peut regarder les formations qualifiantes que la personne a faites. Formation en Word, formation en Excel, PowerPoint, formation en coaching, en développement personnel, l'art de savoir parler en public. Il a fait des formations comme ça, qui ne donnent aucun diplôme, qui donnent des certificats, mais qui, lui, le mettre sur le bon chemin pour lui dire, ah, telle personne peut rester dans mon entité. Oui, c'est quelqu'un qui peut entraîner une cohésion. Je ne vais pas aller recruter un stagiaire, il y aura des problèmes partout. Donc, il va insister à diplôme égal sur ces formations qualifiantes-là. Chaque fois qu'il voit un CV où il y a une formation qualifiante, il se dit, ah, celui-là, c'est un bon dossier. Alors que la plupart du temps, on se rue vers les formations diplômantes. Oui, et les formations diplômantes sont celles qui sont obligatoires pour nous tous. Ça veut dire que nous tous, on les aura. Si je suis étudiant, c'est qu'il y a eu le bac, j'ai eu le BPC, tout le monde aura ça. C'est le circuit habituel. Voilà, formation en Excel. Ah, j'ai vu formation en Excel. Ah, mais c'est bien. Formation en anglais parlé. Il sait très bien parler l'anglais. Il a eu une attestation d'un niveau moyen élevé. Ça m'intéresse. Je suis une entreprise commerciale. Ça m'intéresse. Donc, voilà des critères qu'on commence par. Maintenant, les anglophones disent, qu'est-ce que tu sais faire? Les francophones disent, quel diplôme tu as? Au Bénin, on dit, qui t'a envoyé? Bon, comme juste là, qui t'a envoyé, c'est très important. C'est pourquoi il faut que tu maintiennes une bonne relation avec tes enseignants au cours de l'année. Les saluer de temps à autre. Ce n'est pas le jour où tu as besoin de stage que tu vas commencer par saluer ton professeur à vive allure et de façon intempestive. Bonjour monsieur, coucou monsieur, bonjour. Non, c'est pas ça. Ah, bonjour monsieur, comment vous allez? C'est juste pour vous saluer. Ça, c'est au cours de l'année que tu as préparé la relation avec le professeur. Et dès que vous entretenez de bonnes relations, je ne vois pas pourquoi il va te laisser toi pour aller proposer d'autres personnes. Moi, j'ai déjà trouvé du boulot à des étudiants jusqu'en dehors du Bénin. Et ils sont partis, ils ont fait leur preuve, ils ont fait leur expérience. C'est les liens que vous avez. Il peut même ne pas être le meilleur de la salle. Mais en matière de comportement de sérieux, on peut les référer pour dire, ah, celui-là, j'ai confiance en lui, je n'ai pas peur. Parce que vous savez, lorsque vous recommandez quelqu'un, ça se passe mal. C'est fini, vous gardez. C'est vous qui gâtez le chemin, on ne pourra plus revenir vers vous. Oh, nous, on forme beaucoup. Moi, je me suis beaucoup promené, j'ai parcouru une vingtaine d'universités au Bénin ici. Je continue de le faire. Donc, chaque année, je sors beaucoup d'étudiants qui sont des diplômés, machin, tout ça. Donc, au moins, j'aurai un étudiant qui a son master, qui est DAF quelque part. Et je pourrais lui dire, ah, s'il te plaît, j'ai un étudiant là, il veut un petit stage, tu peux l'aider à trouver. C'est ça. Donc, je mets en contact 2 étudiants que j'ai eu à garder. Mais celui que je vais envoyer, si il n'est pas bon, pourquoi il va l'envoyer? Pourquoi il va appuyer son dossier? Non, ne sert à rien. Il n'a qu'à continuer à chercher. D'accord. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. D'accord. Juste vous voulez réagir? Non, c'est bon, ça peut aller. Ok, très bien. Alors, dans les prochaines minutes, nous allons recevoir donc le juriste sur le plateau avec Emery Kokopeli pour nous situer un peu par rapport aux législations, aux règles en vigueur au Bénin en matière de stage. Néanmoins, je voudrais qu'on finisse sur une bonne note. Vos plus beaux moments de stage, cher monsieur. Apparemment, on n'a que des comptables sur le plateau. Je ne sais pas du tout comment ça a été fait, mais bon. Vos plus beaux moments de stage, je voudrais bien que vous nous en disiez un mot. Je vais commencer par Roland. Il faut dire que je suis accro à la bouffe. D'accord. Quand on me dit mon plus beau moment de stage, c'est ce moment-là où c'était dans la boîte où j'étais à Porte-Novo. D'accord. Ça, au moins, je leur reconnais ça. Ils ont une certaine gestion des ressources humaines, tel ancien que même le stagiaire se sent impliqué dans tout. C'était pour mon anniversaire. Ils ont organisé un truc de façon surprise, c'était pas informé, je suis venu tomber dedans seulement. Et on a mangé, on a bu. C'était joli, c'était beau. Ah, ça c'est intéressant, c'était super. Je dirais 2 moments. Déjà, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, au final, j'ai eu 2 attestations. Une attestation académique et une attestation professionnelle. Oh, mais donc, vous êtes gâtés. C'est très intéressant, ça m'a beaucoup fait plaisir. Mais au-delà de ça, j'ai fait un stage dans un cabinet d'avocats. J'ai aussi fait un peu le droit. Et puis, on nous a mis en concurrence les stagiaires. Il y avait un dossier sur la table et on voulait trouver la meilleure défense, qui va rédiger la meilleure défense en fonction des tests qui sont à disposition. Et que si le maître va au tribunal, va au barreau, au prétoire, utilise, il n'y aura pas de souci, l'affaire sera gagnée.
Et quand j'ai fait, il a lu, il m'a donné la main. Ça m'a beaucoup fait plaisir. Ça fait partie de mes souvenirs les plus beaux parce que ça démontre que tu es capable de faire de grandes choses. Merci. Super. Wilfried. Moi, mon stage que j'ai le plus aimé, c'est un stage académique. C'est mon premier stage d'ailleurs. C'était à la Caisse autonome d'amortissement. C'est vrai que je ne m'étais pas trop impliqué professionnellement, mais l'environnement était vraiment formidable. Une structure que je n'oublierai jamais. C'était magnifique. On vous mettait tous à l'aise. Oui, on était bien. On était bien. On était bien. On était bien là, c'est quoi quoi? Non, même pas. C'est-à-dire, on nous a bien accueillis, on nous a expliqué comment l'activité marche, on nous faisait participer à certains travaux. On était avec une maman et de temps en temps. Bon, si tu avais les mamans souvent. Elle nous achetait à manger. Voilà, c'était bien. C'est vrai que quand on retrouve des mamans, vous êtes leur fils, vous êtes leur fille, et puis bon, elles vous prennent sous leur aile. C'était bizarre, il y avait aussi des hommes dans le département, mais l'accueil était c'était dingue. L'accueil était total. Voilà comment ça marche, Ah, la Caisse autonome d'amortissement. Merci. En disant ça, je vous demande la permission. En disant maman tout à l'heure, ça m'a rappelé un souvenir. Je m'en voudrais de partir d'ici sans parler d'elle. J'avais fait un stage aussi à la CELCAM. Malgré que ce soit un système financier où, quand vous êtes stagiaire, vous êtes débutant, on ne vous laisse pas accéder à tout. Il y avait la caissière elle me montrait tout, carrément. Elle me montrait tout, elle m'avait laissé avoir accès à tout. Je tiens à lui dire merci pour ça. Très bien, merci beaucoup Roland. Juste un mot de fin quand même avant de vous libérer. Roland? Oui, bon, ce fait un plaisir d'être là ce matin. Juste. Oui, plaisir partagé également. Je dirais tout simplement que vous vouliez travailler en entreprise, faire votre carrière en entreprise ou être à votre compte, il faut obligatoirement avoir d'expérience. Si vous ne cherchez pas à avoir d'expérience, vous entamez, vous allez faire l'expérience sur le tas vous-même en fonction de vos difficultés, en fonction des vicissitudes de la vie. Cela voudrait dire que l'expérience est obligatoire pour pouvoir réussir dans la vie. Alors, faites fi de votre ego, faites fi de vos diplômes et allez en entreprise apprendre énormément. Merci. Juste. Wilfried? Non, je dirais que l'expérience, c'est un professeur qui coûte cher. Mais c'est un mauvais professeur. Quand il vous enseigne la leçon, après, vous avez fait passer l'examen. Donc, le stage est obligatoire. Il faut que cela se planifie. Comme je le dis, le parcours professionnel n'est pas un accident. Il faut le planifier. Planifier le parcours suppose que vous avez un projet. Il faut rédiger ce projet-là. Il doit être écrit, où vous estimez à chaque année être dans un tel environnement, avec des dates précises. Même si ça ne se concrétise pas exactement, vous serez proche de ça. Je dois faire un stage de 2 mois ici. Je dois faire un stage de 3 mois dans telle structure, ainsi de suite. Parce que je sais ce que je vais devenir à la fin. Voilà le produit final auquel j'ai envie de ressembler. Qu'est-ce qu'il me faut? L'autre chose que je voulais dire tout à l'heure, que j'avais oublié, c'est qu'il y a des étudiants qui font des formations entières et qui ne s'intéressent pas du tout au stage, ni au modèle. Qui sont les meilleurs dans ce domaine? Qui sont les modèles? Quels sont les ouvrages que je dois forcément normalement lire avant de finir ma formation? Vous imaginez un étudiant en audit qui n'a aucun livre d'audit, un étudiant en management qui n'a aucun livre de management, il ne connaît même pas des auditeurs et il finit sa formation. Il n'a pas de modèle, il n'a pas de repère, il n'a pas de référence, il n'a pas de mentor, il est perdu. Il doit avoir quelqu'un d'expérimenté qui va lui montrer le chemin pour qu'il ne fasse pas les mêmes erreurs. Donc, on doit pouvoir planifier tout ça, rédiger ça comme un projet. On n'en a pas l'habitude. Mais quand vous voulez voyager pour aller en France, vous dites que vous voulez continuer les études, Campus France, là, on vous demande votre projet professionnel. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et c'est ça que vous allez défendre. À l'ambassade de France, au consulat, là-bas, vous allez défendre ça. Et c'est ça que les gens regardent pour voir si vous êtes convaincant ou pas. Il faut que, sans vouloir voyager, les jeunes puissent faire cet exercice-là pour savoir exactement dans quel sens ils vont. Il ne faut pas être comme une feuille morte que le vent emporte dans son sens, dans sa direction. Et lorsque vous faites ça, rien n'est au hasard. Tout va arriver de façon logique parce que vous avez programmé ça. Nous sommes dans le PAG. Ce n'est pas un hasard. On a dit on va construire des marchés, on est en train de le faire. On a dit on va construire des stades, on est en train de le faire. On a dit on va asphalter les rues, on est en train de le faire. Donc ce n'est pas parce que les gens se sont réveillés un matin pour faire ça, c'est planifié. Et c'est cette planification qui nous manque dans notre environnement. Un papa qui fait son enfant doit pouvoir faire un projet pour lui. Nous, on est là seulement et l'enfant va là où il veut. Non, il faut que ça s'arrête. Tout est planifié.
Donc, il faut revenir à la planification. Si tes parents ne le font pas pour toi, prends ta vie en main. Tu es le chauffeur de ta vie. Moi, j'ai dit un jour à mon père, non, mais laissez-moi décider. Quand je voulais quitter la structure où j'étais, et j'ai dit non, je quitte. On dit non, il n'y a plus de travail dans le pays. J'ai dit, s'il vous plaît, c'est ma vie, c'est moi qui dirige ça. Si j'échoue, je pourrais me le reprocher. Mais laissez-moi conduire, parce que c'est moi qui suis au volant. C'est très important. Merci. Wilfried, je ne vais pas vous laisser partir sans nous dire quand même un mot sur l'entreprise qui doit accompagner le stagiaire. Vous l'avez dit un peu plus tôt que dans certaines entreprises, le stagiaire vient, on ne sait pas comment l'accompagner. Ouais. Oui, vous devez aller ailleurs, mais vous avez quand même nous en dire davantage avant de partir. Bon, en réalité, vous savez, dans les entreprises organisées, il y a un programme qui est défini. Je prends un grand cabinet comme Deloitte, par exemple. Un grand cabinet comme KPMG, par exemple. Un grand cabinet comme Fiduciaire d'Afrique, par exemple. Dès que vous êtes recruté, stagiaire, assistant débutant, vous ne touchez à rien. On vous envoie à Lomé, au Maroc, dans un pays différent. On vous sort de votre environnement et on vous fait une incubation totale pendant 2 semaines. Le programme est déjà là. Premier jour, voilà ce qu'on doit lui enseigner. Deuxième jour, voilà ce qu'on doit lui enseigner. Pendant 2 semaines, vous faites ça. On vous donne à manger tout. Mais vous allez rendre tout ça quand vous serez de retour. C'est clair. Parce que le travail ira à un rythme très élevé. Pour nos entités qui sont ici, qui n'ont pas toujours ces moyens-là, on ne leur demande pas forcément d'avoir envoyé les gens dans d'autres pays. Mais le stagiaire vient. On fait une équipe de 3 ou 4 personnes. On leur répartit des tâches. Toi, voici ce que tu dois lui montrer. Toi, voici ce que tu dois lui montrer. Ainsi de suite. Moi, la dernière fois, on a eu une stagiaire qui est venue des États-Unis et qui est venue au cabinet. Mais moi, j'ai dit, voilà les collègues, voici ce qu'on va faire. Si tout de suite, là, il n'y a pas un plan défini pour elle, toi, fais-moi un projet de ce que tu as envie de lui montrer. Tu programmes ça sur une matinée. Toi, fais la même chose, ainsi de suite. On prend 5 personnes qui vont lui montrer des choses pendant un mois et elle va apprendre quelque chose. Bien sûr. Elle sera dans un canevas. Mais si elle va être là seulement à la portée, bon, c'est de l'improvisation, elle n'apprendra pas vraiment quelque chose si c'est sur le tard. Merci Wilfried, merci Roland, merci Juste pour votre participation. C'est très très aimable à vous. Chers amis téléspectateurs, on l'a dit, le stage est obligatoire conformément à votre projet de vie, à votre projet professionnel. Prenez donc la décision d'y aller lors de votre formation pour pouvoir acquérir d'expérience, pour être beaucoup plus employable après donc votre formation. Et surtout, restez concentrés, donnez-vous les moyens surtout de les faire jusqu'au bout pour pouvoir en bénéficier. Je retrouve à présent le juriste Émeric et Modeste. Voilà, retour en plateau. Émeric, on vous retrouve avec donc Mauna Guevara Dayou. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien et vous? Ça va très bien également. Merci d'être avec nous ce matin. Émeric. Monsieur Mauna, bonjour. Bonjour. Alors avec vous, on en saura davantage sur le stage. Quand on parle du stage, ce que prévoit le Code du travail justement. Et déjà, je voudrais vous demander, quand on parle du stage, quelle est la définition que donne le Code du travail à propos? Justement, le stage n'a pas une définition claire à travers le Code du travail parce qu'il n'y a pas de disposition claire qui encadre le stage dans le Code du travail. Et quand nous allons un peu plus loin, nous avons eu en 2017 la loi sur l'embauche. Et même là encore, il n'y a pas de définition claire qui encadre le stage. Et si nous allons encore un peu plus loin en 2022, il y a une loi sur l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. Et c'est justement à ce niveau qu'on commence par avoir un début de définition du mot stage. Mais dans tous les cas, il n'y a pas un encadrement spécifique qui détermine la durée ou les conditions dans lesquelles les stages doivent se faire. Pour l'instant, nous n'avons pas encore une réglementation claire en ce sens en République du Bénin. Cependant, si nous voulons extrapoler et faire des combinaisons, nous pouvons dire que le stage est un peu comme un contrat à durée déterminée, puisqu'en réalité, on sait quand est-ce que le stage commence, on sait quand est-ce que ça finit. Et quand nous rentrons dans les subtilités du stage même, nous savons qu'il y a 2 types de stages. Il y a les stages qu'on peut qualifier de stages académiques et il y a ceux qu'on qualifie de stages professionnels. Alors, c'est quoi la différence déjà entre ces 2 stages-là? Voilà. Le stage académique, au fait, c'est un stage qui intervient beaucoup plus au cours de la formation. Donc, quand un étudiant est en formation, pour pouvoir soutenir, il doit forcément probablement faire un stage académique
pour pouvoir s'immerger dans une entreprise afin d'apprendre et de pouvoir exercer tout ce qu'il a appris de façon académique dans cette entreprise. Et c'est à la suite de ça qu'il soutient. Alors que le stage professionnel, au fait, est un stage qui intervient beaucoup plus après la formation et qui permet aux diplômés d'acquérir des expériences professionnelles pour pouvoir être très compétitifs au niveau du marché de l'emploi. Alors, de plus en plus, on parle aussi d'un stage rémunéré. Quand est-ce que ça intervient? Justement, le stage professionnel peut être rémunéré. Ça dépend en fait de la politique qu'emploie la structure. C'est vrai que dans notre pays, à travers les usages, le stage professionnel, parfois par abus, n'est pas souvent rémunéré. Mais un stage professionnel devrait être rémunéré pour pouvoir permettre quand même au futur employé ou au probable employé ou à l'éventuel employé de pouvoir subvenir à ses besoins, tout au moins de prendre en charge son déplacement, de prendre en charge son habillement et peut-être de subvenir à d'autres besoins y afférents. Alors, c'est vrai que vous l'avez dit tout à l'heure, mais combien de temps normalement doit durer un stage, que ce soit académique ou que ce soit professionnel? C'est justement pour ça que je disais qu'il n'y avait pas une réglementation claire autour de ça. Donc, dans les usages, oui. En ce qui concerne les stages académiques, ça varie entre 1 mois et 3 mois dans les usages. C'est vrai qu'il y a d'autres corps de métier, mais dans les usages, le stage académique varie entre 1 mois et 3 mois. Et dans les stages professionnels, généralement, commencent au bout de 3 mois et vont au-delà. Il y a des corps de métier qui sont beaucoup plus organisés, où les stages sont beaucoup plus contraignants, donc qui vont jusqu'à 3 ans. Mais ça dépend au fait de ces corps de métier-là. C'est spécifique à ces corps de métier. Mais pour des entreprises qui sont dans certains domaines déterminés, en principe, le stage ne devait pas aller jusqu'à 3 ans. Mais dans la pratique, un demandeur d'emploi se retrouve à faire un stage, demande un stage de 3 mois, finalement il le renouvelle de façon indéterminée jusqu'à se retrouver à faire 1 an, 2 ans, 3 ans et pourquoi pas plus. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de stagiaire, est-ce qu'on peut dire que le stagiaire a un droit dans une entreprise, par exemple? Oui, en principe, le stagiaire a des droits et l'employeur a aussi des droits. Mais comme je l'ai dit, puisque ce n'est pas réellement réglementé, chacun le fait à la tête du client. Et comme je le dis, un stage professionnel, par exemple, peut être rémunéré ou pas. Donc tout dépendra en fait de la tête du client que l'employeur en face de lui, qui peut déterminer s'il va le rémunérer ou pas, s'il a les ressources nécessaires pour pouvoir le rémunérer ou pas. Mais ce qu'il ne faudrait pas oublier et perdre de vue, c'est que la rémunération motive parfois l'employé à se surpasser et à fournir beaucoup d'efforts dans le travail qu'il fait. Mais il y a aussi un aspect très important que semblent parfois négliger les employeurs, c'est l'espionnage industriel et pourquoi pas professionnel. Parce que ce stagiaire-là que vous avez auprès de vous, si vous estimez qu'il a les ressources nécessaires, qu'il est bon dans ce qu'il fait et que vous ne prenez pas les dispositions pour pouvoir le garder, il peut peut-être nuire à votre entreprise ou pourquoi pas être un concurrent très sérieux à votre entreprise un peu plus tard parce que s'il est bon, comme on le dit, et qu'il a les aptitudes nécessaires, il peut mettre en place une entreprise concurrente à la vôtre et pourquoi pas vous challenger sur beaucoup de dossiers. Donc il y a cet aspect souvent qui échappe aux entrepreneurs et aux employeurs. Alors, quand je vais en stage, par exemple, c'est mon premier stage, quel devrait être l'objectif visé? Et à quoi devrais-je attendre? Non, justement, si c'est le premier stage, l'objectif visé, c'est d'apprendre, de pouvoir être en mesure de transposer tout ce qu'on a appris durant le parcours académique dans la vie professionnelle. Et si c'est le premier stage, il faut justement être en mesure de savoir si ce qu'on a appris de façon académique répond au milieu du travail et comment mettre en œuvre tout cela pour pouvoir optimiser le travail que nous avons
nous sommes en train de faire dans l'entreprise. En fait, votre poste me pousse à poser une autre question qui est l'obligation du stage. Est-ce que je suis obligé? Parce qu'on constate aujourd'hui que même si vous avez l'expérience qu'il faut, quand vous allez dans une entreprise pour qu'on vous recrute, on vous demande toujours de refaire le stage avant de vous recruter. Alors, est-ce qu'une obligation, le stage finalement? Le stage n'est pas une obligation, mais ça permet quand même de forcer parfois des portes déjà ouvertes. Je m'explique. Si c'est d'un point de vue académique, vous avez forcément besoin de faire un stage pour pouvoir soutenir. Mais de l'autre côté, si l'entreprise n'est pas demandeur d'une situation d'ouverture de poste à pouvoir, c'est que vous pouvez leur demander un stage professionnel, histoire au fait déjà de vous insérer dans cette entreprise et de commencer déjà par travailler avec eux. Mieux, il y a certains recrutements où on demande une expérience préalable avec l'entreprise ou avec le domaine. Donc ça vous permet déjà avec ce stage professionnel au fait d'avoir déjà cette expérience antérieure avec le poste ou avec le domaine et qui vous permet au fait d'être plus compétitif que un jeune diplômé qui a fini ou quelqu'un qui a l'expérience professionnelle mais qui n'a pas l'expérience à ce poste-là ou avec cette entreprise. Alors, en cas de conflit entre l'employeur et le stagiaire, je suppose que, par exemple, le stagiaire finit normalement la durée du stage, mais l'employeur le garde et lui fait des promesses qui ne sont pas tenues. Est-ce que le stagiaire a même d'aller se plaindre? Et vers qui pourrait-il aller? Voilà, c'est justement pour ça que j'insistais à l'entame sur le fait qu'il y a véritablement je ne veux pas dire un vide juridique, mais c'est juste un flou juridique autour de cette question-là de l'organisation des stages en République du Bénin. Mais cependant, je pense qu'il y a les inspecteurs du travail qui font un travail formidable en République du Bénin en ce qui concerne la conciliation dans le milieu du travail. Donc déjà, je pense que le premier réflexe que le stagiaire peut avoir quand il se retrouve dans un cas pareil, c'est de se rapprocher des inspecteurs du travail qui sont dans les directions départementales du travail. Et ce faisant, il pourra en fait avoir toutes les informations et étudier avec eux dans la mesure du possible comment faire pour que cette situation puisse être réglée à l'amiable le plus possible. Mais cependant, si nous voulons extrapoler et aller un peu plus loin, nous pouvons dire qu'il peut démontrer qu'il était en situation de contractuelle avec l'employé, soit par voie écrite, parce qu'il aurait eu soit un contrat de stage avec l'employeur, ou il aurait eu peut-être une remise de chèque, un chèque qui aurait été émis à son nom pour peut-être comme prime, ou etc. Donc il y a beaucoup de preuves qu'il peut apporter au fait pour pouvoir justifier qu'il était en relation contractuelle avec l'employé. Mais le premier réflexe qu'il faut avoir quand on est en relation de stage ou en relation de travail, c'est de toujours se rapprocher de ceux qui sont inspecteurs du travail dans sa localité. Et eux, ils vous diront la procédure à suivre et comment faire. Très bien. Merci, Émeric. Merci beaucoup, Mauna Guevara Dayou. Restez avec nous pour la suite de l'émission. Modeste, juste après le jingle, on retrouve Modeste pour les messages et autres. Voilà, Modeste, le message de ce matin. Alors, le premier message dit « Je n'ai jamais fait de stage dans une entreprise, mais je crois que l'entreprise vous embauchera si vous avez la qualification requise. Mais le contraire peut toutefois arriver. » Il y a un message de dépôt Francis qui nous écrit depuis Bembéré qui dit « J'ai fait plusieurs fois des stages en entreprise. Cela m'a permis d'acquérir et d'approfondir assez de connaissances qui ne sont pas nécessairement enseignées lors de la formation. Très souvent, on observe des déphasages entre ce qui est enseigné et le besoin du marché. Ces stages m'ont permis de m'adapter aux exigences du marché en matière de compétences, de savoir-faire, de savoir-vivre et de savoir-être. Néanmoins, le rythme des entreprises n'est toujours pas le même dans les écoles de formation, ce qui nous amène à subir une pression inhabituelle les premiers jours avant que nous nous adaptons.
Les stages sont plus que nécessaires pour les jeunes en formation. Un message qui dit: bonjour ma télé préférée, merci pour votre patriotisme, mais je n'ai jamais fait de stage en entreprise. Un message de Melchior qui dit: c'était un peu difficile pour moi étant spontané, il m'a fallu du temps pour m'habituer au protocole. Je n'ai jamais fait de stage en entreprise, j'ai commencé à travailler directement. Je me rappelle que l'on m'a tout juste indiqué où j'allais et ce que je devrais faire. J'ai été d'abord pris pour apprenti à porter les caisses, à passer le balai. Je travaille comme des électriciens dans un bâtiment. À l'époque, dans les années 90, c'était souvent ça. Un message de Denis. D'accord. Alors, un message de Michel qui dit: j'ai découvert avec horreur ce qu'était le métier. Pas du tout pour moi, il y avait un gros contraste entre mon maître de stage qui était comme un gamin en m'expliquant comment acheter et revendre des actions, qui était tout content de faire ça toute la journée, et moi je le regardais horrifié. Intérieurement, à me demander comment on pourrait passer sa vie à faire ça. Déjà au bout de 8 heures, c'était barbant. Je n'avais pas l'impression de perdre mon temps, car j'ai appris plein de choses, mais je ne me voyais pas du tout vivre comme cela. La meilleure partie du stage, c'était la cantine. Rien à voir avec les cantines scolaires. J'ai appris durant ce stage que la cantine, ça pouvait être hyper bon. Ce stage a changé ma vie et j'ai pris une bonne autre voie après. J'ai pris le temps de mieux me renseigner sur mes options pour le futur et j'ai pu avoir une vie beaucoup plus riche en expérience. Alors, un message qui dit: mon stage était déplaisant avec des personnes ironiques et fanfarons. Ce ne sont pas les meilleurs moments dans la vie professionnelle, surtout que je me voyais patient et pédagogue. Mais parfois, il faut accepter les responsabilités. C'était le dernier message. Voilà, merci pour ce message. On retient, en tout cas, ce qui a retenu d'ailleurs mon attention, c'est le fait que lors des stages, on se rend compte qu'en fait, on n'est pas du tout fait pour la profession finalement. Mais bon, votre réaction sur ce message? Non, mais je trouve au fait que ces messages-là traduisent les réalités qui se vivent. Parce que parfois, des diplômés sont envoyés dans des formations juste parce que les parents les ont orientés vers ces formations et qui ne connaissent pas les réalités de ces formations. Oui. Certains diplômés vont dans des formations parce qu'ils sont conscients des réalités de ces formations. Donc, je pense qu'à travers ces différents messages, on a pu passer en revue tous les états d'âme des différents candidats à l'emploi et au stage en République du Bénin. Donc, c'est très bien. Très bien. Émeric? Oui, je pense que, comme l'a dit Maounan, c'est une réalité aujourd'hui. Parfois, vous allez au stage, mais vous découvrez que réellement, vous n'êtes pas fait pour le métier. Et non seulement ça, quand parfois vous allez à des stages et puis, comment dit-on, le but que vous visez en allant vers ce stage, on vous désoriente en quelque sorte, ou quand même vous devenez, comment dit-on, le coussier de l'entreprise, ou vous devenez le boy de l'entreprise. Donc je pense que c'est une réalité, mais il faut qu'on le souligne également. Il y a beaucoup d'entreprises qui quand même font l'effort de pouvoir donner l'essentiel également aux stagiaires. Très bien. D'ailleurs, vous allez me dire tout à l'heure vos plus beaux moments de stage ou vos moments les plus difficiles de stage. Modeste, la pensée en attendant. Alors, la pensée du jour est de Moutoumba Bill qui dit: le début d'un stage est toujours décevant. Seule la curiosité et le courage nous amènent à la réussite. Très bien. On peut reprendre la pensée, s'il te plaît? Le début d'un stage est toujours décevant. Seule la curiosité et le courage nous amènent à la réussite. Émeric? Oui, je pense que
tout début de stage est souvent difficile, comme le dit la pensée d'ailleurs, parce que vous savez, vous entrez dans la réalité du métier et c'est là que vous découvrez réellement, parce que, bon, vous savez, les cours demeurent ce qu'ils sont, ce n'est pas forcément la réalité. C'est vrai que l'école nous donne la théorie, mais la pratique, la vraie pratique, c'est dans les entreprises que nous allons les découvrir. Et donc, dès que vous commencez un stage, c'est souvent difficile sur tous les plans d'ailleurs, parce que vous vous habituez à un nouveau rythme. Et donc, ce n'est pas du tout facile. Très bien. Alors, et Maouna, sur la pensée? Oui, sur la pensée, moi je reste partagé parce que le début d'un stage peut parfois ne pas être très décevant et être tout à fait à l'opposé de ce qu'on espérait ou de ce qu'on n'espérait pas compte tenu de ce qu'on aurait eu à entendre des expériences antérieures d'autres stagiaires. Donc, tu peux commencer un stage et puis bien le commencer, être dans un environnement qui te permet de t'éclore et d'apprendre énormément. Comme tu peux aussi commencer un stage et ne pas être dans un environnement qui est très viable et qui ne te permet pas au fait de t'éclore et d'apprendre énormément. Donc finalement, l'expérience devient très décevante et puis tu abandonnes. Très bien. Modeste? Alors, nous allons cette fois-ci parler quelques images du monde que nous avons eues. D'accord. Rien sur l'auteur? Non, rien sur l'auteur. Il faut simplement dire que c'est un écrivain et c'est un burkinabé, simplement. D'accord. On poursuit. Sur le mot alors. Alors, le mot, la première image, nous avons les stagiaires qui se transforment en coursiers, en serveur de café et en serveur de repas. En faisant les photocopies. Comme quelqu'un l'a dit, il va savoir faire aussi les photocopies. Ça s'apprend aussi. Alors, une deuxième image, le patron qui dit « Alors ce stage ». Et au stagiaire lui dit « Je sais tout sur le métier de garçon de café ». C'est ce qu'il a appris à faire. C'est ce qu'il a appris à faire. Alors, une dernière image qui dit « Je jure que jamais dans ma vie, je n'apporterai du café ». Bon, il le jure, ou plutôt elle le jure pour l'instant. Après, on ne sait pas comment ça va se passer. Très bien. Alors, en dehors de l'humour, notre dernière rubrique teste ta culture. Mais avant, je vais recueillir d'abord vos anecdotes, vos expériences sur vos stages que vous avez effectués. Un bon moment, un moment difficile, ou bien un moment compliqué. Modeste, je commence avec vous. Qu'est-ce que vous choisissez? Bon, un bon moment, hein. Oui. C'est vrai, au début, c'est toujours décevant, mais par la suite, hein, avec la curiosité, on arrive quand même à nous adapter et autres. Mais moi, je pense que j'ai eu une seule mauvaise expérience et c'était un stage qui s'est très bien déroulé, mais par la suite, le chef d'entreprise m'a pas délivré mon attestation. Qu'est-ce qui s'est Que passé? j'ai déploré. En fait, il voulait pas qu'on arrête le stage. Et on avait voulu arrêter parce que ça ne nous servait plus à grande chose. On n'avait pas de retour de ristourne, c'est ça? On n'avait pas... Donc, c'est ça que vous a donné? Non, banalement, on a fait 8 mois de stage. D'accord. C'était dans une presse en ligne. Et je lui ai une fois demandé mon attestation pour pouvoir constituer un dossier. Oui. Et il me dit, je ne vais pas vous donner l'attestation. Et je lui ai demandé pourquoi. Il a dit, si c'est vraiment nécessaire, c'est que je vais être tellement détruit au point où ça ne va vous servir à rien. Et qui va mettre que je n'ai rien fait. Mais pas truc là, je suis allée sur le site, sur le site internet. J'avais la capture de tout ce qu'on avait eu, tout ce que j'avais eu avait eu à faire avec mon nom. Et je lui ai envoyé la capture, j'ai dit, mais pourtant je n'ai rien fait. Mais il y a mon nom qui est inscrit sur Vous ne l'avez toujours pas eu? Non, toujours pas. Bon, peut-être que ça va venir. Émeric? Oui, il faut dire que, bon, moi j'ai toujours gardé de bons souvenirs de mes stages. Et puis, le dernier, d'ailleurs, c'était en 2017, bien sûr, à ETélé, où j'avais une maîtresse de stage, pas comme les autres,
Je suis sûr que vous savez de qui Oui, je bien parle. sûr. De qui je parle. Donc, quand vous avez ces gens de maîtrise de ça, il y a de quoi à ce que les débuts de stage soient toujours difficiles. Mais au finish, comment dit-on, on est devenus de très bons amis. On est devenus de très bons amis. Et puis, j'ai beaucoup appris. D'ailleurs, partout où je suis passé comme lieu de stage, c'est des opportunités pour moi de réellement apprendre et j'ai toujours gardé de bons contacts avec. Vous ne m'avez toujours pas dit exactement un moment précis. En fait, c'est pour dire que je n'ai pas forcément un moment précis, Merci, mais Émeric. généralement, c'est ça. Mauna. Oui, en 3 mois de stage académique, j'ai parcouru tous les départements tous les différents sites qu'hébergeait la structure pour laquelle je travaillais. Donc, je pense jusqu'à la date d'aujourd'hui, je suis le seul à avoir fait ça. Et même durant mon parcours, je me suis retrouvé seul dans le bureau de ma superviseure. Elle est allée passer 7 mois. Elle vous a confié le bureau. Je me suis retrouvé être patron du bureau pendant le temps que j'ai passé dans le bâtiment. Ça, c'est et ça a surpris tout le monde. Mais voilà, j'ai eu cette chance-là de vivre cet événement très heureux. Bon, par contre, je n'étais pas rémunéré durant le temps. Bon, c'est pas grave. C'est la partie la plus importante. Hein? Merci beaucoup. Alors, à présent, teste ta culture pour finir. Le principe, c'est bien que vous répondiez aux questions qui vont s'afficher, d'ailleurs que je vais dire également, donc avec des propositions de réponses. Vous pouvez les lire sur votre écran également. Étant donné que nous ne sommes pas 4 sur le plateau, c'est chacun pour soi et Dieu le pouce, comme on le dit. Alors, ce sont vraiment aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai pris ces questions, mais en tout cas, ce sont de très simples questions pour des enfants du primaire, quoi. La règle, il faut attendre qu'on aille au bout de la question. De la question pour répondre. Si on est dynamique, c'est pas grave. Il y a quelque part où on peut buzzer. Non, pas encore. Alors, première question. Par quel nom désigne-t-on la face, partie antérieure de la tête chez les humains? Le visage, merci. Bien sûr, comme je l'ai dit, c'est vraiment pour les enfants du primaire. Donc, j'espère qu'il y a des enfants qui nous suivent, étant donné qu'ils sont en vacances, pour voir s'ils sont réellement dans le tempo aussi. En zoologie, quel adjectif désigne un animal pourvu d'une colonne vertébrale? Réponse? Vertébré. Merci, Émeric. Mais allez-y vite. Comme j'ai dit, ce sont de très simples questions. Vertébrés. Question 3. Comment nomme-t-on Question 3. Comment nomme-t-on l'organe de gestation chez les mammifères et chez la femme? Pense. L'utérus, pense, ventre. Non, pense, c'est pour Ventre. l'organe de reproduction, de gestation, pardon. L'organe de gestation. C'est l'utérus. C'est l'utérus, merci. Alors, la réponse est annulée de toute Oui, c'est façon. annulé. Oui. Question 4. Quel muscle se termine par 3 groupes de faisceaux musculaires? Il y a le cardiaque, il y a les biceps, il y a les triceps. Quel muscle se termine par 3 groupes de faisceaux musculaires? Triceps. Merci, triceps. Donc, 2-1. 2-1-0. Question numéro 5. Comment appelle-t-on l'ensemble des os qui constituent la charpente du corps des animaux vertébrés? Colonne vertébrale. Colonne vertébrale. Merci, le squelette. Ah. Colonne vertébrale. Oui. C'est vous avez de colonne. Le squelette. Comment nomme-t-on l'os du genou? Le péroné, le rotule, Tibia. le tibia? Non, Tibia. rotule. Le rotule. Merci. Ah oui. Ah oui, ça. Ah, ça, c'est pas dans le tibia. Ça, c'est pas dans le tibia. Question 7. Comment appelle-t-on l'articulation par Poignet. laquelle le bras se Poignet. joint à la main? Oui, c'est bien le poignet. Poignet. Bien. Alors, question 8. Comment nomme-t-on la cavité osseuse de l'œil, l'orbite, le crâne, le zygomatique? Orbite. Orbite, merci. C'est ici. C'est Si, Maouna, c'est bien ici. sûr. 3, 2, 1. On va aller aux questions numéro 9 à présent. Quel os large à l'épaisseur réduite est situé au niveau de l'épaule et permet l'articulation du bras?
Non, l'omoplate. Oh oui, exactement. l'omoplate. L'omoplate. 3-3 donc. merde. Et la dernière question. La dernière question, oui, pourquoi pas. Ce qui est sûr, moi, je ne suis plus dans le Non, lot. non, non, toi tu es... Quelle dent Quelle dent latérale est située dans la partie postérieure de la bouche et servant à broyer les molaires. aliments, les molaires? Fais-moi bien. Je pense que tout le monde connaît la réponse. Vous avez été le plus rapide. Merci. 4-3-1. Bon, la semaine démarre très bien. Merci à vous tous pour votre participation. On se dit à très bientôt sur un autre plateau. Merci Maouna. Merci Modeste. Je vous en prie. Merci à vous également, Émeric.